Tu ne me reconnais pas. C'est moi, ton fils, dit l'enfant des rues au millionnaire au cimetière. Alexandre Dubois traversait l'avenue du cimetière, un bouquet de roses rouges à la main, la pluie froide cinglant son costume sombre, tandis que ses larmes se mêlaient aux gouttes qui coulaient sur son visage. Cela faisait 8 ans qu'il répétait ce rituel chaque semaine, visitant la tombe de l'épouse et du fils qu'il avait perdu dans un accident de voiture. Ce fut alors qu'une voix d'enfant brisa le silence du moment le plus douloureux de sa vie. « Tu ne me reconnais pas. C'est moi, ton fils. » Alexandre se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. Devant lui se tenait un enfant d'environ 10 ans, pieds nus, vêtu de haillons déchirés et trempé par la pluie torrentielle. Ses yeux bruns étaient identiques à ceux de son épouse Lucia, et sur son visage sale de boue, il y avait des traits qu'Alexandre connaissait très bien. « Qu'as-tu dit » murmura Alexandre, les roses tremblant dans ses mains. « Papa, c'est moi, Sébastien, ton fils. » L'homme d'affaires sentit le monde lui tourner autour. C'était impossible. Il avait lui-même identifié les corps à l'hôpital Saint-Joseph après l'accident. Lucia et Sébastien étaient partis ensemble ce terrible jeudi après-midi, après une dispute matinale parce qu'Alexandre ne pouvait pas quitter son travail plus tôt pour aller au parc avec son fils. « Toi, tu es mort. Je t'ai vu à l'hôpital, tous les deux. » murmura Alexandre en reculant de quelques pas. « Papa, je ne suis pas mort. J'ai été très blessé, mais je ne suis pas mort. » L'enfant tendit son bras droit, montrant une cicatrice irrégulière qui montait du poignet jusqu'au coude. « Tu te souviens de cette marque? Tu en as une pareille depuis l'accident de vélo quand tu étais enfant. » Alexandre regarda son propre bras, encore couvert par la veste mouillée. La cicatrice était là, exactement au même endroit, avec la même forme. Sa grand-mère disait toujours que certaines marques se répétaient dans la famille comme un héritage invisible qui passait de père en fils. « Comment es-tu vivant ?» Alexandre laissa tomber les roses par terre dans la boue. « Maman est morte sur le coup, papa. Mais je suis resté longtemps endormi à l'hôpital. Les docteurs appelaient ça un coma. Quand je me suis réveillé, personne n'est venu me chercher. Ils ont dit que ma famille était aussi partie. » Les paroles de l'enfant percèrent Alexandre comme des couteaux aiguisés. Pendant 8 ans, il pleura 2 pertes qui n'en étaient peu, être qu'une. Pendant 8 ans, il se blâma de ne pas avoir été dans la voiture cet après-midi-là, alors qu'en réalité, son absence avait sauvé la vie de son fils. « Où as-tu été tout ce temps ?» Alexandre s'approcha lentement, encore incapable de croire complètement. « Dans plusieurs endroits, papa. D'abord à l'hôpital, puis dans un endroit avec d'autres enfants sans famille, puis avec une famille qui a dit qu'elle allait m'adopter, mais il n'était pas bon avec moi. Je me suis enfui il y a 3 semaines. »« 3 semaines? Tu es dans la rue depuis 3 semaines? » ?»« Pas seulement 3 semaines, papa. Je m'étais déjà enfui d'autres fois. Je te cherchais toujours, je venais toujours ici, à l'endroit où maman se repose. » Alexandre s'agenouilla dans la boue, se retrouvant à la hauteur des yeux de l'enfant. Maintenant, il pouvait voir clairement les traits familiers, la forme du nez, la courbure des sourcils, une petite fossette au menton qu'il possédait lui-même. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché plus tôt? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? » « Je l'ai essayé, papa. Plusieurs fois, je suis resté devant ton entreprise Guzman en essayant d'entrer, mais les gardes me chassaient toujours. Une fois, j'ai réussi à arriver à la réception et j'ai dit que j'étais ton fils, mais la jeune fille a ri et a dit que tu n'avais pas d'enfant vivant. » La douleur qui traversa la poitrine d'Alexandre fut physique. Combien de fois son propre personnel avait-il empêché son fils de le rejoindre? Combien de fois l'enfant avait-il été là, à quelques mètres de distance, traité comme un mendiant ordinaire? Sébastien. Alexandre tendit ses mains tremblantes vers le visage de l'enfant. « Tu me crois, papa ?» Les yeux bruns se remplirent de larmes. « Je sais que j'ai changé. Je sais que je ne ressemble plus à l'enfant que tu te souviens. Mais c'est moi. Je te jure que c'est moi. Raconte-moi quelque chose que toi seul savais. Tu me racontais toujours l'histoire du loup qui est devenu la lune avant que je m'endorme. Et tu chantais cette chanson de maman sur le petit oiseau qui voulait voler. Et dans notre ancienne maison, j'avais un chien en peluche nommé Apollon que tu avais ramené d'un voyage. » Alexandre s'effondra en larmes. C'étaient des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés avec personne après l'accident. Des secrets gardés comme des trésors dans son cœur brisé. « Mon fils, mon enfant. » Alexandre serra Sébastien dans ses bras avec toute la force qu'il possédait, sentant le corps mince et tremblant du garçon se blottir contre sa poitrine. La pluie continuait de tomber, mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. 8 ans de douleur, de culpabilité et de solitude commençaient à se dissoudre dans cette étreinte désespérée. « Papa, je savais que tu venais ici. Je te voyais tous les jeudis avec les fleurs rouges que maman aimait, mais je n'ai jamais eu le courage de parler.
J'avais peur que tu ne me croies pas, que tu penses que je n'étais qu'un autre enfant de la rue qui essayait d'en profiter. Ne pense plus jamais à ça. Plus jamais. » Alexandre caressa les cheveux mouillés de l'enfant. « Tu es mon fils, mon seul fils. Et maintenant, rentrons à la maison. » À la maison. Sébastien se sépara légèrement, les yeux brillants. Vraiment, vraiment, à la maison pour toujours. Mais lorsqu'ils se levèrent et commencèrent à marcher vers la porte du cimetière, Alexandre réalisa que les choses ne seraient pas si simples. 8 ans s'étaient écoulés. Légalement, Sébastien était enregistré comme décédé. Il y avait des démarches bureaucratiques, des enquêtes nécessaires, des procédures qui devraient être suivies. « Papa, tu vas bien ?» Sébastien remarqua l'inquiétude sur le visage de son père. « Oui, mon fils. Je pense juste à la façon dont nous allons résoudre certaines choses importantes. » Ils montèrent dans la voiture d'Alexandre, une luxueuse berline noire qui contrastait brutalement avec l'apparence de l'enfant. Sébastien touchait les sièges en cuir avec révérence, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Papa, ta maison est toujours la même. »« Non, mon fils. Après que j'ai pensé vous avoir perdus tous les deux, j'ai vendu cette maison. Je ne pouvais pas rester là. Maintenant, j'habite dans un appartement à Polanco. Et ma chambre, mes affaires. » Alexandre sentit son cœur se serrer à nouveau. « J'ai tout gardé, Sébastien. Tous tes jouets, tous tes livres, tous tes dessins, tout est rangé dans des boîtes dans mon studio à la maison. Apollon aussi. Apollon aussi. » Pendant le trajet jusqu'à l'appartement, Alexandre appela son avocate, Adriana Montes, une femme efficace qui gérait ses affaires depuis plus de 15 ans. « Adriana, j'ai besoin de toi urgemment. C'est une situation très compliquée. »« Alexandre, tu vas bien ?» Ta voix sonne étrange. « J'ai retrouvé mon fils. » Silence de l'autre côté de la ligne. « Alexandre, je ne comprends pas. Tu parles d'adoption ?»« Non, Adriana, mon fils Sébastien. Il n'est pas mort dans l'accident. »« Alexandre, je pense qu'il vaut mieux que nous parlions en personne. Où es-tu ? Je rentre à la maison avec lui. J'ai besoin que tu viennes maintenant. Et s'il te plaît, amène aussi le docteur Victor. » Le docteur Victor Ortega était le médecin de la famille Guzman depuis des décennies. Il avait assisté à la naissance de Sébastien, et c'était lui qui avait confirmé l'identité des corps à l'hôpital Saint-Joseph des années auparavant. Si quelqu'un pouvait témoigner de la véracité de la situation, ce serait lui. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Sébastien fut impressionné par la taille et l'élégance du lieu. Alexandre remarqua que l'enfant marchait lentement, touchant les choses avec soin, comme s'il avait peur de casser quelque chose. « Mon fils, c'est ta maison maintenant. Tu peux te sentir à l'aise. »« Je peux prendre un bain, papa ? Il y a si longtemps que je n'ai pas pris de bain chaud. »« Bien sûr que tu peux. Je vais chercher des vêtements à toi pour que tu portes pendant que nous n'achetons pas de nouveaux vêtements. » Pendant que Sébastien prenait son bain, Alexandre resta à observer par la fenêtre du salon, essayant de traiter tout ce qui se passait. C'était réel. Son fils était vraiment vivant. Comment avait-il pu passer 8 ans sans le savoir? La sonnette retentit. C'était Adriana, accompagnée du docteur Victor. Alexandre les accueillit, le visage encore gonflé d'avoir tant pleuré. « Alexandre, où est cet enfant ?» Adriana alla droit au but. « Il prend son bain, Adriana. Je sais comment cela peut sonner, mais c'est mon fils, c'est Sébastien. » Le docteur Victor, un homme de 60 ans aux cheveux poivre et sel, observa Alexandre avec préoccupation. « Alexandre, es-tu sûr de ce que tu dis? J'ai examiné les corps moi-même après l'accident. Docteur, vous comprendrez quand vous verrez l'enfant. » Sébastien sortit du bain, portant un immense t-shirt d'Alexandre qui lui tombait comme une robe. Ses cheveux étaient propres et coiffés, et sans la saleté sur son visage, la ressemblance avec Alexandre était encore plus évidente. Le docteur Victor pâlit. « Dieu du ciel, est-ce lui, docteur ?» Alexandre soutint l'épaule du médecin. « La ressemblance est impressionnante. Mais Alexandre, nous devons être sûrs. Je vais avoir besoin de faire quelques examens. »« Quel genre d'examen ?» demanda Sébastien d'une petite voix. « Rien de douloureux, jeune homme. Juste quelques tests simples pour confirmer ton identité. » Adriana s'approcha de Sébastien avec un sourire aimable. « Sébastien, puis-je te poser quelques questions ?» L'enfant hocha la tête. « Te souviens-tu de ta date de naissance ?»« Le 5 juin. Je suis né un jour où il pleuvait comme aujourd'hui. Maman racontait toujours cette histoire. » Alexandre confirma d'un mouvement de tête. Adriana continua. « Te souviens-tu de quelque chose de spécifique de ta vieille maison ? Je me souviens qu'il y avait un citronnier dans le jardin, et je me souviens que papa a cassé le vase de maman en jouant au ballon avec moi dans le salon. Elle s'est beaucoup fâchée, mais après elle a ri quand papa a promis d'acheter 3 vases pareils. » Alexandre sourit entre ses larmes.
Lucia s'était mise en colère ce jour-là, mais elle avait tellement ri de sa mine repentante qu'elle avait fini par oublier le vase. « Et te souviens-tu de l'accident » demanda doucement le docteur Victor. Le visage de Sébastien s'assombrit. « Je me souviens que maman était triste. Elle pleurait dans la voiture parce qu'elle s'était disputée avec mon papa. Je me souviens qu'il s'est mis à pleuvoir très fort, et je me souviens d'un bruit très fort, et après tout est devenu noir. « Mon fils, tu n'as pas à en parler maintenant » s'approcha Alexandre. « C'est bon, papa. Je veux parler. Je me souviens que quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit très blanc avec une odeur de médecine. Ça me faisait très mal ici. » Il toucha la cicatrice sur son bras. « Une dame en blanc a dit que j'avais beaucoup dormi. » Le docteur Victor examina la cicatrice. Cette marque est compatible avec les blessures qu'un enfant subirait dans ce type d'accident et l'âge semble correct. « Docteur, » interrompit Adriana, « je vais être direct. Quelles sont les probabilités que cet enfant soit réellement Sébastien? Basé sur ce que je vois et entends, je dirais qu'elles sont très élevées, mais nous aurons besoin d'examens plus détaillés. Un test ADN, principalement. « Combien de temps prend un test ADN » demanda Alexandre. « Avec urgence, environ 1 semaine. »« 1 semaine. » Alexandre regarda Sébastien qui était assis sur le canapé, se balançant les jambes, portant encore l'immense t-shirt. « 1 semaine pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Et en attendant, demanda Alexandre. Adriana respira profondément. « Alexandre, légalement, la situation est très complexe. Sébastien est enregistré comme décédé. Si c'est vraiment ton fils, nous allons devoir d'abord annuler cette situation. De plus, il s'est enfui d'une famille adoptive. Techniquement, il est considéré comme un enfant en situation irrégulière. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que jusqu'à ce que nous résolvions tout, il ne peut pas simplement rester ici avec toi. Le système DIF va devoir intervenir, n'est-ce pas? » Sébastien se leva du canapé, les yeux écarquillés de peur. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas à cet endroit. S'il vous plaît, papa. » Alexandre sentit la rage monter en lui. « Il ne va nulle part. Il reste ici avec moi. Alexandre, je comprends ta position, mais nous devons suivre les procédures légales. Sinon, on pourrait t'accuser d'enlèvement. Enlever mon propre fils, un enfant qui légalement n'existe pas et qui était sous la tutelle d'une autre famille? » La réalité de la situation commença à peser sur Alexandre. Retrouver son fils n'était que le premier pas d'un chemin qui promettait d'être long et compliqué. Le docteur Victor, qui était resté silencieux, observant la dynamique, se manifesta enfin. « Adriana, y a-t-il un moyen pour que l'enfant reste avec Alexandre pendant que nous résolvons les affaires légales? » « Il y en a, mais une autorisation judiciaire temporaire serait nécessaire. Et même ainsi, il y aurait des restrictions et une supervision. »« Quel genre de restrictions ?» demanda Alexandre. « Tu devrais t'engager à ne pas quitter la ville avec lui. Il y aurait des visites d'assistantes sociales, et toute décision concernant la vie de l'enfant devrait être approuvée par le juge. » Alexandre regarda Sébastien, qu'il observait avec un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux, 8 ans loin de son fils. Il n'était pas disposé à perdre une nuit de plus. « Fais tout ce qu'il faut, Adriana, mais il reste avec moi. »« D'accord, je vais obtenir une audience d'urgence pour demain matin. Mais Alexandre, prépare-toi. Le juge va poser beaucoup de questions et tu devras le convaincre que tu es prêt à assumer cette responsabilité. » Après le départ d'Adriana et du docteur Victor, Alexandre et Sébastien se retrouvèrent seuls pour la première fois en 8 ans. Le silence était étrange, chargé d'émotions contradictoires. « Papa, tu regrettes de m'avoir ramené à la maison? »« Jamais, mon fils, jamais. Je suis inquiet cependant. Je veux m'assurer que je pourrai te protéger de tout ce qui arrive. »« De quoi as-tu peur ?» Alexandre s'assit à côté de Sébastien sur le canapé. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que le monde adulte est plein de complications qui pourraient les séparer à nouveau? J'ai peur que quelqu'un essaie de nous séparer à nouveau. Ils n'y arriveront pas, papa. Cette fois, je ne le permettrai pas. L'innocence et la détermination dans la voix de l'enfant émurent profondément Alexandre. Sébastien, j'ai besoin que tu me racontes tout sur ces 8 ans. Tout en vérité, aussi difficile que ce soit. Tout. J'ai besoin de savoir par quoi tu es passé pour que je puisse t'aider maintenant. Sébastien respira profondément et commença à raconter. Alexandre écoutait en silence, le cœur se brisant à chaque récit. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, tout était très confus. Ça me faisait mal et je ne me souvenais pas bien des choses. Une infirmière nommée Doña Lupita était très gentille avec moi. Elle apportait toujours un bonbon caché et disait que j'allais bientôt aller mieux. Combien de temps es-tu resté à l'hôpital? Très longtemps, papa. Je crois que pendant 4 mois. Doña Lupita disait que toi et maman ne pouviez pas venir me rendre visite
parce qu'il s'était passé quelque chose de mal. Elle ne l'expliquait pas bien, mais je comprenais qu'il ne pouvait pas venir. Alexandre ferma les yeux, imaginant son fils seul et confus à l'hôpital, attendant une visite qui n'arriverait jamais. Après l'hôpital, une dame est venue me chercher. Elle a dit qu'elle m'emmènerait dans un endroit où je rencontrerais d'autres enfants qui n'avaient pas de papa et de maman. C'était un grand endroit, avec beaucoup de chambres et beaucoup d'enfants. Comment était cet endroit? Au début, c'était sympa. Il y avait beaucoup d'enfants avec qui jouer et les tantes étaient gentilles. Mais après, ça a commencé à devenir difficile. Certains enfants étaient méchants avec moi. Ils disaient que je mentais quand je racontais que j'avais un papa riche qui allait venir me chercher. « Tu parlais toujours de moi, papa. Tous les jours, je disais que tu allais venir me chercher. Mais après longtemps, même les tantes ont commencé à dire que je devais arrêter d'inventer des histoires. » À chaque mot, Alexandre avait l'impression d'être poignardé. Son fils avait passé des années à parler de lui, à l'attendre, et tous pensaient que c'était des fantaisies d'un enfant traumatisé. Et la famille qui t'a adopté. Le visage de Sébastien s'assombrit. Monsieur Ricardo et Doña Silvia étaient sympathiques au début. Ils disaient qu'ils voulaient beaucoup avoir un enfant, qu'ils allaient me donner beaucoup d'amour. Mais après, que s'est-il passé? Ils voulaient que j'oublie tout. Ils voulaient que j'arrête de parler de toi et de maman. Ils disaient qu'ils étaient maintenant ma vraie famille. Quand je disais non, que ma vraie famille c'était toi, ils se fâchaient beaucoup. Ils t'ont fait du mal? Non, pas en me frappant. Mais ils disaient de très vilaines choses. Ils disaient que, si tu étais un bon papa, tu ne m'aurais pas abandonné, que j'étais un enfant problématique que personne ne voudrait, que j'avais de la chance qu'ils m'aient accepté. Alexandre sentit une rage si intense qu'il dut se contrôler pour ne pas frapper le mur. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel envers un enfant? C'est pour ça que tu t'es enfui? Je me suis enfui, parce que j'ai découvert quelque chose. Un jour, j'ai entendu Monsieur Ricardo parler au téléphone. Il disait à quelqu'un qu'il m'avait adopté uniquement parce qu'il recevait de l'argent du gouvernement pour ça, que si je ne cessais pas de faire des problèmes, il me retournerait. Mon Dieu, c'est là que j'ai su qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. C'était juste des gens méchants qui aimaient l'argent qu'ils recevaient pour moi. Alors je me suis enfui. Et comment as-tu survécu dans la rue? Au début, c'était très difficile, papa. Je ne savais pas où dormir, où trouver de la nourriture, mais j'ai rencontré d'autres enfants qui vivent dans la rue depuis très longtemps. Ils m'ont appris quoi faire, comment demander de la nourriture dans les restaurants à la fin de la journée, comment trouver des endroits sûrs pour dormir, comment se cacher quand des gens apparaissent qui veulent nous ramener dans les endroits d'où nous nous sommes enfuis. Alexandre était horrifié. Son fils de 10 ans avait appris à survivre dans la rue comme un adulte. « Sébastien, as-tu eu faim? » « Parfois, mais j'ai toujours trouvé quelque chose. Et tu sais quoi, papa? Même si j'avais faim dans la rue, je me sentais mieux que dans la maison de Monsieur Ricardo, parce que dans la rue, je pouvais rêver que tu me trouverais. Chez eux, ils disaient que tu n'apparaîtrais jamais. Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cherché, de ne pas avoir soupçonné que tu étais vivant. La sagesse et la maturité de Sébastien étaient impressionnantes et en même temps tristes. Aucun enfant de 10 ans ne devrait avoir autant de compréhension des cruautés de la vie. Sébastien, je te promets que nous ne serons plus jamais séparés. Plus jamais. Même si le juge dit que je dois partir, même si c'est le cas, si nécessaire, nous nous enfuirons ensemble. Sébastien sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés à l'appartement. C'était un sourire timide, mais authentique. Papa, puis-je te raconter un secret? Bien sûr. J'ai gardé quelque chose à nous pendant toutes ces années. Sébastien se leva et se dirigea vers le t-shirt mouillé qu'il avait retiré avant le bain. De sa poche, il sortit quelque chose soigneusement enveloppé dans du plastique. C'était une petite photo, jaunie et abîmée. Alexandre prit la photo avec des mains tremblantes. C'était une image d'eux trois, lui, Lucia et Sébastien, lors d'un pique-nique dans le parc. Sébastien devait avoir 2 ans à l'époque. Alexandre se souvenait parfaitement de ce jour. Lucia avait insisté pour prendre beaucoup de photos parce que Sébastien était particulièrement adorable dans un t-shirt de dinosaure. « Où as-tu trouvé cette photo ?» Elle était dans ma poche le jour de l'accident. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, Doña Lupita me l'a rendue. Elle a dit qu'il l'avait trouvée avec moi. Depuis, je ne me suis jamais séparé d'elle. Alexandre regarda la photo usée. Pendant 8 ans, pendant qu'il visitait le cimetière et pleurait la perte de son fils, Sébastien portait cette photo comme preuve que la famille avait existé. Cette photo me donnait de la force, papa. Quand les gens disaient que je mentais sur avoir une famille, je la regardais et je me souvenais que c'était vrai. Alexandre serra à nouveau son fils dans ses bras, cette fois plus calmement, sans la désespérance de la première rencontre.
C'était une étreinte de reconnexion, de promesses, d'avenir. Maintenant, nous allons avoir beaucoup de nouvelles photos, mon fils, beaucoup. Et nous irons voir maman ensemble toute la semaine si tu veux. Je veux aussi apporter des fleurs jaunes. Elle aimait le jaune. Alexandre sourit. Lucia préférait vraiment les fleurs jaunes, mais il portait toujours des roses rouges parce que c'étaient les fleurs qu'il lui avait offertes lors de leur premier rendez-vous. C'était un détail que seul le vrai fils saurait. Ils passèrent le reste de la nuit à bavarder. Alexandre raconta à Sébastien sa vie de ces 8 dernières années, l'entreprise qu'il avait construite, comment il n'avait jamais pu avoir de relations sérieuses avec aucune femme, car il aimait encore Lucia. Sébastien raconta ses rêves récurrents, où il voyait Alexandre venir le chercher. Il raconta comment il avait appris à mieux lire dans la rue, en ramassant des journaux que les gens jetaient. Il raconta les amis qu'il s'était faits, d'autres enfants dans une situation similaire, et comment il formait une famille improbable. « Papa, puis-je dormir dans ta chambre aujourd'hui ? J'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout était un rêve. »« Tu peux, mon fils. J'ai aussi peur de ça. » Alexandre improvisa un lit par terre à côté de son lit avec des oreillers et des couvertures. Mais pendant la nuit, Sébastien fit un cauchemar et se réveilla en criant. Alexandre le prit dans ses bras et le porta dans son lit. « Qu'as-tu rêvé, mon fils ? J'ai rêvé qu'il me ramenait chez Monsieur Ricardo et que tu ne pouvais plus me trouver. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Comment peux-tu être sûr ? Parce que maintenant je sais que tu existes et je vais me battre pour toi jusqu'à la fin de ma vie. » Ils dormirent enlacés, père et fils réunis après 8 ans de séparation forcée. Mais Alexandre eut du mal à fermer l'œil, préoccupé par l'audience du lendemain. Au matin, Alexandre se leva tôt et prépara un petit déjeuner spécial pour Sébastien. C'était étrange de cuisiner pour quelqu'un après tant d'années à manger seul. « Papa, puis-je t'aider ? Bien sûr, tu aimes cuisiner. J'ai appris quelques bases pour survivre, mais je n'ai jamais cuisiné dans une vraie cuisine avec une cuisinière et un grand réfrigérateur comme celui-ci. » Alexandre apprit à Sébastien à faire des œufs brouillés, lui montrant le point juste et comment assaisonner. L'enfant prêtait attention à chaque détail, comme s'il apprenait quelque chose de précieux. Dans la rue, je trouvais parfois des œufs cassés que les gens du marché jetaient, mais je les mangeais crus, par peur de faire du feu et d'attirer l'attention. Plus jamais, mon fils. Plus jamais tu n'auras à manger d'œufs crus ou à dormir avec la faim. À 9 heures du matin, Adriana arriva avec des vêtements neufs pour Sébastien. Elle avait acheté un pantalon en jean, un t-shirt, des baskets et même des sous-vêtements. Le tout à la bonne taille. « Comment as-tu su les mesures ?» demanda Alexandre. « Je l'ai calculé par l'âge, et j'ai demandé l'aide d'une amie qui a un fils du même âge. » Sébastien fut ravi des nouveaux vêtements. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas porté quelque chose de propre et qui lui allait bien. « Merci, tante Adriana. »« De rien, Sébastien. Maintenant, je dois vous expliquer comment ça va se passer au tribunal. » Adriana expliqua que le juge poserait beaucoup de questions, tant à Alexandre qu'à Sébastien. Il était important que tous deux soient sincères, mais aussi qu'ils démontrent qu'ils étaient prêts à recommencer leur vie ensemble. « Alexandre, le juge va questionner ta capacité à t'occuper d'un enfant. Tu vis seul depuis 8 ans, concentré uniquement sur le travail. Tu devras prouver que tu as changé ou que tu es prêt à changer. Je suis prêt à tout. Et Sébastien, le juge voudra comprendre pourquoi tu t'es enfui de la famille adoptive et si tu veux vraiment rester avec Alexandre ou si ce n'est qu'un fantasme d'enfant. » « Ce n'est pas un fantasme, tante Adriana. C'est mon papa, pour de vrai. Je sais, mon cher. Mais nous devons aussi convaincre le juge de cela. » Au tribunal, la situation s'avéra encore plus complexe qu'Adriana ne l'avait prévu. Le juge Arturo Villalobos était connu pour être rigoureux dans les affaires impliquant des enfants. « Monsieur Dubois, vous demandez la garde d'un enfant qui est légalement décédé il y a 8 ans. Un enfant qui s'est enfui d'une famille qui l'a légalement accueilli. Avez-vous conscience de la gravité de la situation ? Je l'ai, votre honneur, mais j'ai aussi la certitude que cet enfant est mon fils. Certitude basée sur quoi ? Sur la ressemblance physique, sur quelques souvenirs que n'importe qui aurait pu découvrir par des enquêtes. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le juge était sceptique et avait des raisons de l'être. « Votre honneur, je sollicite le test ADN. Mais en attendant, je demande que mon fils soit confié à ma garde temporaire. Votre prétendu fils, monsieur Dubois. Et c'est précisément là toute la question. Un enfant ne peut pas être confié à quelqu'un qui n'a être aucun lien avec lui. » Ce fut alors que Sébastien se leva. « Puis-je parler, monsieur le juge ?»« Sébastien. »« Assieds-toi, » murmura Adriana. « Non, laissez l'enfant parler, » dit le juge Villalobos. « Viens, Sébastien. » Sébastien marcha vers le bureau du juge d'un pas ferme, malgré le nervosisme évident. « Monsieur le juge, je sais que vous pensez que je peux mentir,
que j'aurais pu inventer tout ça pour avoir une meilleure vie, mais je ne l'ai pas inventé. Comment puis-je en être sûr? Parce que si j'allais inventer une histoire pour obtenir une bonne famille, j'aurais inventé que ma famille m'aimait depuis toujours. Je n'aurais pas inventé que mon père a passé 8 ans à penser que j'étais mort. Je n'aurais pas inventé que j'ai passé tout ce temps à souffrir, à attendre qu'il me retrouve. Le juge observa attentivement Sébastien. L'enfant continua. « Monsieur le juge, j'aurais pu mentir à une famille riche et dire que j'étais leur fils. Pourquoi choisirais-je justement une famille où le père souffre autant que moi? Point de vue intéressant, murmura le juge Villalobos. Et il y a autre chose, monsieur le juge. Si je mentais, je ne saurais pas que mon père a toujours été très travailleur, parfois même trop. Je ne saurais pas que lui et ma mère se sont disputés le jour de l'accident à cause de ça. Je ne saurais pas qu'il se sent coupable jusqu'à aujourd'hui. » Alexandre regarda son fils, impressionné. En si peu de temps ensemble, Sébastien avait compris la douleur qu'Alexandre portait depuis des années. « Monsieur le juge, je veux juste rester avec mon papa. Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas qu'il change de vie à cause de moi. Je veux juste que nous soyons une famille à nouveau. Parce que pendant 8 ans, c'est ce qui nous a maintenus en vie, le souvenir l'un de l'autre. » Le silence dans le tribunal fut absolu. Le juge resta silencieux pendant de longues minutes, observant Alexandre et Sébastien. « Monsieur Dubois, avez-vous la possibilité de réduire votre charge de travail pour vous consacrer à cet enfant? Je l'ai, votre honneur. Je peux déléguer la majeure partie des responsabilités à mes associés et travailler à temps partiel. Et avez-vous les conditions émotionnelles? Élever un enfant qui a traversé des traumatismes n'est pas facile. Je suis prêt à chercher une aide professionnelle, tant pour moi que pour Sébastien. Thérapie familiale, accompagnement psychologique, tout ce qui est nécessaire. Sébastien, es-tu sûr de vouloir rester avec monsieur Alexandre? Même en sachant qu'il devra travailler, qu'il ne pourra pas toujours être présent comme tu aimerais. Je suis sûr, monsieur le juge. Dans la rue, j'ai appris qu'un vrai père n'est pas celui qui est présent tout le temps. Un vrai père est celui qui est toujours présent dans le cœur, et mon papa a toujours été dans mon cœur. Le juge Villalobos hocha lentement la tête. Je vais accorder la garde temporaire pour une période de 90 jours jusqu'à ce que le test ADN soit conclu et qu'une évaluation psychosociale soit réalisée. Durant cette période, il y aura des visites hebdomadaires d'assistantes sociales et tout changement dans la routine de l'enfant devra être communiqué au tribunal. Alexandre et Sébastien se serrèrent dans les bras, tous deux pleurant de soulagement. 90 jours, ce n'était pas pour toujours, mais c'était un début. En dehors du tribunal, Adriana était radieuse. « Alexandre, ça s'est beaucoup mieux passé que je ne l'espérais. Le juge Villalobos est connu pour être conservateur. Le fait qu'il ait accordé la garde temporaire est un très bon signe. Et maintenant vous rentrez chez vous et vous commencez à construire une routine. Vous devrez prouver que vous fonctionnez comme une famille. » Sur le chemin du retour, Alexandre s'arrêta dans un magasin de jouets. « Choisis ce que tu veux, mon fils. » Sébastien parcourut les allées les yeux brillants, mais au lieu de jouets chers, il ne choisit qu'un puzzle simple. « Pourquoi seulement ça? Tu peux choisir plus de choses. »« Papa, je veux un puzzle pour que nous le fassions ensemble. Les autres jouets, je peux jouer tout seul, mais le puzzle a besoin de 2 personnes. » Alexandre comprit que son fils ne voulait pas seulement des jouets. Il voulait des moments ensemble, des expériences partagées. Il voulait reconstruire la relation qu'ils avaient perdue. À la maison, pendant qu'ils assemblaient le puzzle sur la table du salon, Sébastien posa une question qui surprit Alexandre. « Papa, tu as une petite amie? »« Non, mon fils. »« Pourquoi? »« Parce que si tu en avais une, je ne sais pas si elle m'aimerait. Parfois, les femmes n'aiment pas quand les hommes ont déjà des enfants. D'où te vient cette idée? J'ai entendu d'autres enfants en parler à l'orphelinat. Ils disaient que les pères séparés avaient du mal à trouver une nouvelle petite amie à cause des enfants. » Alexandre se rendit compte qu'il devait clarifier beaucoup de choses pour Sébastien. L'enfant avait grandi en écoutant des conversations d'adultes et en tirant des conclusions qui n'étaient pas nécessairement vraies. « Sébastien, si un jour je sors avec quelqu'un, ce sera seulement quelqu'un qui t'accepte et t'aime aussi. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, vraiment, tu es ma priorité maintenant. Et si elle est sympa mais ne veut pas avoir de beau-fils, alors elle n'est pas si sympa. » Sébastien sourit et se reconcentra sur le puzzle, mais Alexandre remarqua que l'enfant avait beaucoup d'insécurités qui devraient être travaillées. Dans la première semaine ensemble, ils établirent une routine. Alexandre se levait à 6 heures pour préparer le petit déjeuner avant de conduire Sébastien à l'école. Oui, il avait inscrit son fils dans une école privée près de l'appartement à Polanco. L'après-midi, il aidait avec les devoirs. Le soir, il discutait de la journée et planifiait la suivante. Alexandre découvrit que Sébastien était très intelligent,
mais avait quelques lacunes en éducation à cause des années d'instabilité. L'enfant lisait bien, mais avait des difficultés en mathématiques. Il écrivait très joliment, mais ne savait rien des sciences. Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous allons te remettre à niveau avec tout. Et si je ne peux pas suivre les autres enfants de l'école, toi tu pourras. Et si tu as besoin d'aide supplémentaire, nous engagerons un professeur particulier. À l'école, Sébastien était d'abord timide, mais il se lia rapidement d'amitié avec quelques camarades. L'enseignante, Maestra Lorena, commenta à Alexandre que l'enfant avait une maturité émotionnelle impressionnante, mais aussi certains comportements qui indiquaient des traumatismes passés. Il garde de la nourriture dans son sac à dos, monsieur Alexandre, et demande toujours à aller aux toilettes après le déjeuner, comme s'il avait peur de ne plus avoir de nourriture après. Alexandre sentit son cœur se serrer. Il a eu faim dans la rue. Il s'adapte encore à l'idée que la nourriture ne va pas finir. C'est naturel, avec le temps et la sécurité, ces comportements disparaîtront. À la maison, Alexandre remarqua d'autres signes des traumatismes de Sébastien. L'enfant avait des cauchemars fréquents. Il se réveillait plusieurs fois pendant la nuit pour vérifier si Alexandre était toujours là et avait du mal à se détendre complètement. Ce fut alors qu'Alexandre décida de chercher une aide professionnelle. Il trouva la docteure Monica Ruiz, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. « Docteur Monica, mon fils a traversé beaucoup de choses. Je ne sais pas comment l'aider. Monsieur Alexandre, le simple fait d'être ici montre que vous êtes sur la bonne voie. Beaucoup d'enfants qui ont traversé des traumatismes similaires ne reçoivent jamais le soutien nécessaire. » Lors de la première consultation, Sébastien se montra méfiant. « Papa, pourquoi dois-je parler à une docteure? Je suis malade. » « Non, mon fils. Parfois, nous avons besoin de parler à quelqu'un qui comprend les sentiments pour nous aider à gérer les choses difficiles, comme les cauchemars. » Comme les cauchemars, la docteure Monica fut patiente et douce avec Sébastien. Elle ne força rien, se contenta de converser sur des sujets simples. L'école, les jeux, sa nourriture préférée. Progressivement, Sébastien s'ouvrit. « Sébastien, as-tu peur de quelque chose? J'ai peur de me réveiller et de découvrir que mon papa n'existe pas ou qu'il se fatigue de moi et me renvoie loin. Pourquoi penses-tu qu'il se fatiguerait de toi? Parce que je donne du travail. Je me réveille en criant la nuit. Parfois, j'oublie de faire les choses qu'il demande et je suis différent des autres enfants de mon âge. » Comment ça, différent? Je sais des choses que les autres enfants ne savent pas. Comment me débrouiller tout seul? Comment trouver de la nourriture? Comment dormir dans la rue? Mais je ne sais pas non plus des choses qu'ils savent, comme jouer aux jeux vidéo ou faire du vélo. La docteure Monica expliqua à Alexandre qu'il était normal que Sébastien ait ses préoccupations. Il avait développé des mécanismes de survie qui l'avaient protégé pendant des années. Nous ne pouvons pas simplement effacer ça de son esprit. Nous devons l'aider à comprendre qu'il est maintenant en sécurité. Comment le faisons-nous? Avec constance, patience et beaucoup d'amour, et aussi avec des limites claires. Sébastien doit comprendre qu'il peut compter sur toi, mais aussi qu'il existe des règles qui doivent être suivies. Alexandre mit en œuvre les suggestions de la psychologue. Il créa des routines fixes qui donnaient de la sécurité à Sébastien, mais il établit aussi des limites claires sur les comportements acceptables. Lorsque Sébastien se réveillait avec des cauchemars, Alexandre ne le consolait pas simplement. Il le calmait d'abord, puis ils discutaient du rêve et faisaient ensuite une activité relaxante ensemble, comme lire un livre ou écouter de la musique douce. « Papa, pourquoi ne te fâches-tu pas quand tu me réveilles au milieu de la nuit? Parce que je sais que tu ne le fais pas exprès. Et que prendre soin de toi est ma responsabilité de jour comme de nuit, même si tu es très fatigué, même si c'est comme ça. » Progressivement, les cauchemars commencèrent à diminuer. Sébastien se réveillait encore pendant la nuit, mais maintenant, souvent, il vérifiait simplement si Alexandre était là et se rendormait seul. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. La première visite de l'assistante sociale, Madame Elena Cordero, eut lieu 2 semaines après l'audience. C'était une femme de 50 ans, expérimentée dans les cas complexes de garde et d'adoption. « Monsieur Alexandre, je vais observer la dynamique entre vous lors de quelques activités normales du quotidien. » Alexandre était nerveux, mais Sébastien semblait calme. « Tante, Elena, tu veux voir ma chambre ?» Sébastien avait demandé à Alexandre de transformer le bureau en sa chambre. Ensemble, ils avaient peint les murs en bleu clair et monté un nouveau lit. Sur les murs, ils avaient collé des dessins que Sébastien faisait à l'école et des photos de sa nouvelle vie ensemble. « C'est mon espace spécial, tante Elena. Papa a dit que je pouvais le décorer comme je veux. Et tu aimes ta chambre? » « Beaucoup. C'est la première chambre qui est à moi depuis.
depuis quand j'étais petit. Madame Elena observa Alexandre aider Sébastien avec ses devoirs. Elle remarqua qu'Alexandre était patient, mais aussi ferme quand c'était nécessaire. Quand Sébastien voulut abandonner un exercice difficile de mathématiques, Alexandre l'encouragea à réessayer. « Mon fils, tu peux y arriver. Nous allons le faire ensemble, étape par étape. Et si je me trompe, on apprend en se trompant. Je me trompe plusieurs fois dans mon travail et je continue d'essayer. » Pendant le dîner, Madame Elena remarqua comment la conversation coulait naturellement entre père et fils. Alexandre posait des questions sur l'école, sur les nouveaux amis, sur les peurs et les joies de Sébastien. À son tour, Sébastien montrait de l'intérêt pour la vie de son père, posant des questions sur le travail et sur les plans pour le week-end. « Monsieur Alexandre, puis-je vous parler en privé ?» Pendant que Sébastien regardait la télévision dans le salon, Alexandre et Madame Elena conversèrent dans la cuisine. « Je vais être direct. Vous vous en sortez très bien. L'interaction entre vous semble authentique et Sébastien montre qu'il s'adapte positivement. » Alexandre respira soulagé. « Merci. Nous nous efforçons beaucoup. Je peux le voir, mais monsieur Alexandre, nous avons encore quelques obstacles devant nous. » « Quel genre d'obstacles ? » La famille qui avait adopté Sébastien conteste la situation. Ils allèguent que Sébastien s'est enfui, mais qu'il est toujours légalement leur responsabilité. Alexandre sentit son sang se glacer. « Comment ça ? Ils ont déposé une plainte alléguant que Sébastien a été enlevé par vous et qu'ils veulent la garde en retour. Mais Sébastien m'a dit qu'il le maltraitait. Je sais. Et c'est une accusation grave qui doit être enquêtée. Mais légalement, tant que la situation n'est pas résolue, ils ont encore des droits sur lui. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Cela signifie qu'il peut y avoir une nouvelle audience où ils présenteront leur version des faits et Sébastien devra témoigner. » Alexandre regarda vers le salon où Sébastien riait devant un dessin animé. Comment dire à l'enfant qu'il pourrait devoir affronter les personnes qui l'avaient tant blessé ? « Madame Elena, peuvent-ils reprendre Sébastien ? C'est une possibilité. Cela dépend de ce que le juge décidera après avoir entendu toutes les parties. » Cette nuit-là, Alexandre eut du mal à dormir. Sébastien remarqua que quelque chose n'allait pas. « Papa, tu es inquiet pour quelque chose ?» Alexandre hésita. La docteure Monica avait dit qu'il était important d'être honnête avec Sébastien, mais sans l'effrayer inutilement. « Mon fils, te souviens-tu de la famille qui t'a adopté avant ?» Le visage de Sébastien s'assombrit immédiatement. « Monsieur Ricardo et Doña Silvia. Ça. Ils veulent parler au juge de notre situation. Ils veulent me ramener ?» La panique dans la voix de Sébastien était évidente. « Je ne sais pas, mon fils, mais s'ils le veulent, ils n'y arriveront pas. Je ne le permettrai pas. Papa, tu promets que tu ne me laisseras pas m'emmener ? Je promets que je vais me battre de toutes mes forces. Mais Sébastien, tu devras être parlé au juge de ce qui s'est passé quand tu vivais avec eux. Je devrais parler des mauvaises choses qu'ils faisaient. Être. Mais tu te souviens qu'on en a parlé avec la docteure Monica. Parfois, nous devons parler de choses difficiles pour que les bonnes personnes puissent nous aider. Si je raconte tout, le juge me croira ? Je crois que oui, mon fils, et je serai là avec toi. » L'audience fut fixée pour 10 jours plus tard. Alexandre engagea un avocat spécialisé en droit de l'enfant pour travailler avec Adriana. Maître Daniel Rojas était un homme petit, aux cheveux poivre et sel et aux lunettes épaisses, mais avec une réputation impeccable dans les cas complexes de garde. « Monsieur Alexandre, je serai franc. La situation n'est pas simple. Légalement, Ricardo et Silvia Herrera ont des droits sur Sébastien. Ils l'ont adopté par une procédure légale, et il était sous leur garde quand il s'est enfui. Mais s'ils le maltraitaient, c'est notre ligne de défense. Nous devons prouver qu'il y avait négligence ou abus, et ce n'est pas facile. Principalement parce que Sébastien n'a pas de marque physique, et l'abus émotionnel est plus difficile à prouver. Nous avons besoin de la déclaration de Sébastien, mais aussi de preuves supplémentaires. Maître Daniel demanda à parler à Sébastien seul, pour mieux comprendre ce qui s'était passé. « Sébastien, j'ai besoin que tu me racontes exactement comment était ta vie avec monsieur Ricardo et madame Silvia. » L'enfant respira profondément et commença à raconter. Maître Daniel prenait des notes, posant des questions spécifiques, demandant à Sébastien de répéter certaines informations. « Sébastien, te souviens-tu de quelqu'un que tu as vu ou entendu quand il parlait mal de toi ? » La voisine de la maison d'à côté. Une fois, elle est venue se plaindre du bruit parce que monsieur Ricardo me criait très fort dessus. Elle a demandé si tout allait bien, et monsieur Ricardo a dit que j'étais un enfant difficile. Te souviens-tu du nom de cette voisine, Doña Terre ? Elle a toujours été gentille avec moi. Parfois, quand j'étais dans le jardin, elle me donnait un bonbon par-dessus la clôture. Maître Daniel sourit. Excellent. Nous allons essayer de localiser Doña Terre. 2 jours avant l'audience,
Maître Daniel appela Alexandre avec de bonnes nouvelles. Nous avons réussi à localiser la voisine Teresa Guzman. Elle se souvient très bien de Sébastien et a confirmé qu'elle a entendu plusieurs fois des cris provenant de la maison des Herrera. Elle avait même envisagé d'appeler le système DIF, mais elle ne savait pas si c'était sa responsabilité de s'immiscer dans la vie des voisins. Elle va témoigner? Oui. Nous avons trouvé d'autres voisins qui ont également été témoins de situations étranges. L'un d'eux a vu Sébastien enfermé dehors de la maison en guise de punition. Alexandre sentit un mélange de soulagement et de colère. Soulagement parce qu'ils avaient des preuves. Colère parce que son fils avait souffert encore plus qu'il ne l'imaginait. La nuit précédant l'audience, Alexandre et Sébastien eurent une conversation sérieuse. « Mon fils, demain sera une journée difficile. Tu devras parler de choses qui font mal, mais rappelle-toi, je serai là avec toi. La docteure Monica sera là, et maître Daniel aussi. Je ne suis pas seul, papa. Et si le juge ne me croit pas, il te croira, parce que tu diras la vérité, et la vérité finit toujours par éclater. Et s'il m'oblige à y retourner ?» Alexandre prit les mains de Sébastien. « Mon fils, ça n'arrivera pas. Mais si pour une raison quelconque le juge décide ça, nous ferons appel. Nous irons en justice autant de fois que nécessaire. Je ne renoncerai jamais à toi. Jamais, jamais. » À l'audience, le tribunal était bondé. Outre les parties impliquées, il y avait des assistants sociaux, des psychologues et des témoins. Ricardo Herrera était un homme de 40 ans, bien habillé et apparemment respectable. Silvia Herrera, son épouse, était une femme de 35 ans, à l'apparence fragile et à la voix douce. Quand Sébastien les vit, il se rapprocha instinctivement d'Alexandre. « Tout va bien, mon fils. Ils ne peuvent rien te faire ici. » L'avocat des Herrera, maître Ricardo Machado, fut le premier à parler. « Votre honneur, mes clients sont une famille respectable qui a accueilli Sébastien quand personne ne le voulait. Ils l'ont élevé avec amour et dévouement pendant près de 2 ans. L'enfant s'est enfui après une dispute normale, du type de celles qui se produisent dans n'importe quelle famille. Quel genre de dispute? Demanda le juge Arturo Villalobos. Sébastien avait obtenu de mauvaises notes à l'école et était indiscipliné. Mes clients ont appliqué des corrections éducatives et l'enfant a mal réagi en fuyant de chez lui. Maître Daniel se leva. « Votre honneur, j'aimerais interroger ce que mon confrère appelle des corrections éducatives. Monsieur Ricardo, pouvez-vous détailler ces corrections ?» Ricardo Herrera s'agita inconfortablement sur sa chaise. « Parlez sérieusement, retirez des privilèges, ces choses. Avez-vous déjà crié sur Sébastien? Tout parrain doit être ferme parfois. Avez-vous déjà laissé Sébastien enfermé dehors de la maison? C'était une seule fois, pendant quelques heures. Il avait désobéi et avait besoin de réfléchir à ses attitudes. » Des murmures se répandirent dans le tribunal. Laisser un enfant enfermé dehors était considéré comme de la négligence. « Monsieur Ricardo, avez-vous dit à Sébastien qu'il devait être reconnaissant d'avoir été accueilli par vous? » Oui, il est important que les enfants adoptés comprennent qu'ils doivent valoriser l'opportunité qu'ils ont reçue. Avez-vous dit à Sébastien que son père biologique l'avait abandonné? Ricardo hésita. Je lui ai dit qu'il devait accepter sa nouvelle réalité. Est-ce vrai, monsieur Ricardo? Oui, je le lui ai dit, mais c'était pour son bien. Maître Daniel se tourna vers Silvia Herrera. Madame Silvia, étiez-vous d'accord avec les méthodes éducatives de votre mari? Je pensais parfois qu'il était très rigoureux, mais Sébastien était un enfant difficile. Comment ça, difficile? Il parlait toujours de son père biologique. Il disait que son papa allait venir le chercher. Il n'acceptait pas notre famille. Et comment gériez-vous cela? Nous essayons de lui expliquer que c'était de la fantaisie, qu'il devait s'adapter à la réalité. Avez-vous déjà dit à Sébastien qu'il était un enfant problématique? Silvia baissa le regard. Peu, être quand elle était frustrée. La dame savait que son mari recevait de l'argent du gouvernement pour s'occuper de Sébastien. Bien sûr, c'est normal dans les adoptions. Et cet argent a été utilisé pour quoi? Pour les besoins de Sébastien. Maître Daniel montra quelques documents au juge. Votre honneur, voici des relevés de compte qui montrent que M. Ricardo a utilisé une grande partie de l'argent destiné aux soins de Sébastien pour acheter des boissons alcoolisées et des jeux de hasard en ligne. Le silence dans le tribunal fut absolu. Le juge Arturo Villalobos examina les documents avec attention. « Monsieur Ricardo, comment expliquez-vous ces mouvements financiers? L'argent qui restait après les dépenses avec l'enfant, je pouvais l'utiliser comme je voulais, mais ici il est indiqué que 70% de la valeur a été utilisée à des fins personnelles. Comment mainteniez-vous Sébastien avec à peine 30% de l'aide ?» Ricardo ne sut pas répondre. Maître Daniel appela Teresa Guzman comme témoin. La voisine, une dame de 60 ans, fut claire dans sa déclaration.
Plusieurs fois, j'ai entendu des cris provenant de la maison des Herrera. L'enfant pleurait beaucoup, et Monsieur Ricardo lui criait toujours dessus. Une fois, j'ai vu l'enfant dehors de la maison, pleurant et demandant à entrer. C'était l'hiver, et il ne portait qu'un t-shirt. La dame prit des mesures. J'ai parlé à d'autres voisins, mais personne ne voulait s'impliquer. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir appelé les autorités. Comment était le comportement de Sébastien quand madame le voyait? C'était un enfant triste, toujours le regard baissé, très différent de ce que les enfants devraient être. Il semblait avoir peur tout le temps. Quand vint le tour de Sébastien de témoigner, le juge Arturo Villalobos fit en sorte que cela se passe dans une ambiance plus accueillante, seulement avec les avocats et les psychologues présents. Sébastien, peux-tu me dire comment était ta vie avec Monsieur Ricardo et Madame Sylvia? Sébastien respira profondément et regarda Alexandre, qui hocha la tête d'un air encourageant. Monsieur le juge, au début, ils étaient gentils avec moi. Ils ont dit qu'ils allaient me donner une nouvelle famille, qu'ils allaient m'aimer. Mais après, ils ont commencé à s'énerver parce que je parlais de mon vrai père. Que faisait-il quand il s'énervait? Monsieur Ricardo me criait beaucoup dessus. Il disait que j'étais un enfant ingrat, qu'il m'avait sauvé et que je ne savais pas le valoriser. Doña Silvia pleurait et disait que je ne l'acceptais pas comme maman. Voulais-tu les accepter comme tes parents? J'ai essayé, monsieur le juge. Mais dans mon cœur, je savais que mon vrai père était vivant. Je rêvais de lui toutes les nuits. Dont il fait du mal physiquement? Il ne me frappait pas. Mais parfois, il me privait de dîner quand je parlais de mon père. Et une fois, monsieur Ricardo m'a enfermé dehors de la maison dans le froid. Il a dit que je ne pouvais entrer que quand j'arrêterais d'être têtu. Comment te sentais-tu en vivant avec eux? Triste, monsieur le juge, très triste. Je sentais que je ne pouvais pas être moi-même. Je devais prétendre que je ne me souvenais pas de ma vraie famille. Pourquoi t'es-tu enfui? Parce que j'ai entendu monsieur Ricardo parler au téléphone avec quelqu'un. Il a dit que si je continuais à causer des problèmes, il me renverrait, qu'il ne restait avec moi que pour l'argent qu'il recevait. C'est là que j'ai compris qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Le juge Arturo Villalobos posa quelques questions supplémentaires, toutes répondues avec une sincérité et une maturité impressionnantes pour un enfant de 10 ans. Quand ils retournèrent dans le tribunal principal, le juge annonça une interruption pour analyser toutes les preuves. Alexandre, Sébastien, Adriana et Maître Daniel attendirent dans une salle annexe. Sébastien était visiblement affecté après avoir rappelé les moments difficiles. « Tu as été très courageux, mon fils. Papa, tu crois que le juge me croit? Je suis sûr que oui. » Après 2 heures, le juge Arturo Villalobos revint avec sa décision. Après avoir analysé toutes les déclarations et preuves présentées, il est clair que la situation de Sébastien dans la famille Herrera n'était pas adéquate. Les preuves de négligence émotionnelle et d'utilisation inadéquate des ressources destinées aux soins de l'enfant sont cohérentes et préoccupantes. Alexandre prit la main de Sébastien, tous deux nerveux. Par conséquent, je révoque la garde des époux Ricardo et Sylvia Herrera et j'accorde la garde définitive à monsieur Alexandre Dubois, la paternité étant confirmée par le test ADN qui a prouvé une compatibilité de 299%. Le tribunal éclata en applaudissements. Alexandre et Sébastien se serrèrent dans les bras, pleurant de joie et de soulagement. « Papa, c'est vrai, ils ne me sépareront plus jamais de toi. »« C'est vrai, mon fils. Maintenant, nous sommes officiellement une famille. » Le juge Villalobos avait encore plus à dire. « Je détermine également que les époux Herrera seront enquêtés pour négligence et mauvaise utilisation des ressources publiques. Et je recommande un accompagnement psychologique pour Sébastien pendant les 6 prochains mois. Aux frais de l'État. » Devant le tribunal, Alexandre reçut les félicitations de tous les participants à l'affaire. Adriana était émue, Maître Daniel satisfait de la victoire et Madame Elena heureuse du résultat positif. « Papa, pouvons-nous aller voir maman et lui dire qu'on est à nouveau une famille? » « Bien sûr que nous pouvons, mon fils. » Au cimetière, père et fils déposèrent des fleurs jaunes sur la tombe de Lucia. La pluie avait cédé la place à un soleil doré qui filtrait entre les arbres. « Maman, on a réussi. Maintenant, papa croit que je suis vivant et j'ai trouvé le papa que j'ai toujours cherché. Tu avais raison quand tu disais que la famille, c'est pour toujours, même si nous ne sommes pas ensemble physiquement. » Alexandre s'agenouilla près de la tombe. « Lucia, notre enfant est rentré à la maison. Je te promets que maintenant je serai le père qu'il mérite, le père que tu as toujours voulu que je sois. » Dans les mois qui suivirent, Alexandre et Sébastien construisirent une nouvelle routine familiale. Alexandre réduisit drastiquement ses heures de travail, déléguant davantage de responsabilités à son équipe. Il découvrit qu'il pouvait être un homme d'affaires prospère sans sacrifier sa vie personnelle.
Sébastien s'épanouit à l'école. Ses notes s'améliorèrent considérablement. Il se fit beaucoup d'amis et se distingua même dans l'équipe de football. L'enfant qui avait survécu dans la rue rêvait maintenant d'être vétérinaire. « Papa, je veux m'occuper des animaux quand je serai grand, comme les gens m'ont soigné quand j'étais perdu. » Alexandre se sentit fier de la capacité de son fils à transformer la souffrance en compassion. La thérapie familiale avec la docteure Monica les aida à traiter les traumatismes du passé et à construire une base solide pour l'avenir. Sébastien apprit à faire entièrement confiance à Alexandre et Alexandre apprit à être patient avec les besoins spéciaux de son fils. Docteur Monica, j'ai encore des cauchemars parfois, admit Sébastien lors d'une séance. C'est normal, Sébastien. Les traumatismes mettent du temps à guérir complètement. Mais as-tu remarqué que les cauchemars sont moins fréquents? Oui. Et maintenant, quand je me réveille effrayé, je sais que mon papa est là. Avant, je me réveillais et je ne savais pas où j'étais ni qui allait s'occuper de moi. Alexandre acheta une nouvelle maison dans un quartier résidentiel calme, avec un grand jardin où Sébastien pouvait jouer. Ensemble, ils plantèrent un citronnier comme celui qui se trouvait dans la maison ancienne. Quand il grandira et donnera des fruits, nous ferons de la confiture comme celle que maman faisait, dit Sébastien en arrosant le jeune arbre. Tu te souviens de la confiture de maman? Je me souviens que tu disais toujours que c'était la meilleure du monde. Et je me souviens que tu lui demandais toujours de t'apprendre la recette, mais tu n'avais jamais le temps d'apprendre. Maintenant, j'ai le temps. Alexandre s'inscrivit à un cours de cuisine le week-end. Il voulait apprendre à préparer les plats que Lucia faisait pour garder sa mémoire vivante dans la nouvelle famille. La sœur d'Alexandre, Claudia, qui avait initialement été réticente à l'idée de la garde de Sébastien, devint une tante affectueuse et présente. Elle s'excusa pour son comportement précédent. « Alexandre, j'avais tort. J'étais jalouse, peur de perdre mon frère, mais maintenant je vois que j'ai gagné un merveilleux neveu. Tante Claudia, veux-tu voir ma collection de pierres ?» Sébastien avait développé le passe-temps de collectionner des pierres intéressantes qu'il trouvait. « Bien sûr que je veux. Et si on te montrait à faire du vélo ?» Sébastien ne savait toujours pas faire du vélo, une autre étape de l'enfance perdue. Alexandre et Claudia passèrent plusieurs après-midi à enseigner à l'enfant qui tombait, se relevait et recommençait avec une détermination impressionnante. « Papa, j'ai réussi. Je pédale tout seul. » Voir son fils faire du vélo pour la première fois à 10 ans émut Alexandre plus que n'importe quel succès professionnel qu'il aurait pu atteindre. L'entreprise d'Alexandre changea aussi, il implémenta des politiques plus humaines, créa un programme de responsabilité sociale axé sur les enfants en situation de vulnérabilité et devint un défenseur des droits des enfants adoptés. « Papa, pourquoi aides-tu d'autres enfants comme moi? Parce que je sais à quel point il est douloureux d'être perdu et je sais à quel point il est merveilleux de trouver une famille. Je pense qu'ils veulent dire qu'ils ont la meilleure bande-son du monde. » À la fin de la fête, la famille resta seule à ranger la maison. C'était un moment intime après tant de célébrations publiques. « Papa, j'ai aimé notre fête », dit Jimena en rangeant les verres. « Moi aussi », concorda Sébastien. « C'était cool de voir toutes les personnes qui nous ont aidés. Et c'était cool de voir comment notre famille a grandi », ajouta Alexandre en regardant Valéria. « Elle a grandi, et elle va continuer à grandir. » Elle répondit mystérieusement. « Comment ça ?» demanda Alexandre. Valéria sourit et toucha son ventre. « Il va y avoir un membre de plus dans la famille, Dubois Benitez. » Alexandre resta figé. « Tu es enceinte de 2 mois ?» Sébastien et Jimena crièrent de joie. Max aboya, contagieux par l'émotion. « Je vais avoir un petit frère !» s'exclama Sébastien. « Ou une petite sœur !» corrigea Jimena. Alexandre serra Valéria dans ses bras, ému. « Un autre enfant. Notre premier enfant ensemble. » Elle murmura à son oreille. « Papa, tu pleures ?» observa Sébastien. « Je pleure de joie, mon fils. »« Moi aussi, » admit Jimena. Ils s'étreignirent tous, une famille qui allait encore s'agrandir. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Alexandre et Valéria discutèrent des projets pour le bébé. « Alexandre, es-tu vraiment heureux? Plus heureux que je ne l'imaginais pouvoir l'être. Je suis ravi, pas inquiet. Chaque enfant qui arrive apporte sa propre bénédiction. Et penses-tu que Sébastien et Jimena vont bien accepter le bébé? Ils sont déjà super enthousiastes. Ils seront les meilleurs grands frères et sœurs du monde. » Dans les mois suivants, toute la famille s'impliqua dans la préparation du bébé. Sébastien insista pour peindre la chambre du nouveau frère ou de la nouvelle sœur. Jimena choisit les vêtements et Alexandre monta le berceau avec l'aide des deux. « Papa, comment allons-nous choisir le nom du bébé ?» demanda Sébastien lors d'une des après-midi de préparation. « Nous allons choisir ensemble en famille. » Puis-je suggérer des noms? « Bien sûr que tu peux. Et Jimena aussi. » Ils firent des listes de noms,
discutèrent des significations et consultèrent même des livres sur les noms de bébés. « Si les garçons, que dirais-tu? Édouard » suggéra Sébastien. « Pourquoi Édouard » demanda Alexandre. « C'était le nom du père de l'histoire que tu me racontais quand j'étais petit, du père qui aimait beaucoup son fils. » Alexandre fut ému par la référence. « C'est un beau nom. Et si les filles, que dirais-tu, Lucille » suggéra timidement Jimena. Alexandre regarda Valéria, qui hocha la tête, les larmes aux yeux. « Lucille est un beau nom, » dit Valéria. « Ce serait une façon d'honorer la première maman de Sébastien. »« Ça ne vous dérangerait pas ?» demanda Alexandre aux enfants. « Bien sûr que non, papa, » répondit Sébastien. « Ce serait cool d'avoir une petite sœur portant le nom de ma première maman. Et j'aimerais avoir une sœur qui porterait le nom de quelqu'un d'aussi spécial pour notre famille, » ajouta Jimena. Quand ils découvrirent que ce serait une fille, toute la famille fut émue. « Lucille arrive bientôt » cria Sébastien. « Lucie » corrigea Jimena affectueusement. « Lucille Dubois Benitez » murmura Alexandre, testant le nom complet. Pendant la grossesse de Valéria, Alexandre fut encore plus attentionné qu'il ne l'était naturellement. Les enfants aussi s'occupaient d'elle comme de petites gardiennes. « Maman, tu as besoin de quelque chose ?» demandait Jimena plusieurs fois par jour. « Maman Valéria, veux-tu que je te fasse un massage des pieds ?» proposa Sébastien. « Vous êtes les enfants les plus attentionnés du monde » répondit Valéria, émue. Alexandre réduisit encore plus ses activités extérieures pour passer plus de temps à la maison pendant les derniers mois de la grossesse. « Alexandre, tu n'as pas besoin d'annuler la conférence de demain pour moi, » dit Valéria un après-midi. « Je veux être ici. Toi et Lucille êtes ma priorité maintenant. »« Et nous aussi, papa » demanda Sébastien en plaisantant. « Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Maintenant, il y a juste une personne de plus. »« Encore mieux » conclut Jimena. Quand Valéria entra en travail, toute la famille alla à l'hôpital. Alexandre, Sébastien et Jimena montèrent la garde dans la salle d'attente. « Papa, es-tu nerveux ?» demanda Sébastien, remarquant qu'Alexandre faisait les 100 pas. « Un peu. C'est normal d'être nerveux quand un bébé va naître. Quand je suis né, tu étais aussi nerveux. Très nerveux, mais aussi très heureux. Et maintenant je suis nerveux et heureux, multiplié par 4. » Jimena s'approcha et prit la main d'Alexandre. « Papa, tout va bien se passer. Comment le sais-tu? Parce que notre famille est bénie. Nous avons traversé des choses difficiles, mais nous finissons toujours par être heureux. » La sagesse de Jimena impressionna Alexandre. À ses 9 ans, elle comprenait déjà que les difficultés pouvaient mener au bonheur. Quand le médecin sortit de la salle d'accouchement avec la bonne nouvelle, Alexandre, Sébastien et Jimena se serrèrent dans les bras. « C'est une belle et saine petite fille », annonça le docteur. « Puis-je voir ma sœur ?» demanda Sébastien avec impatience. « Et puis-je lui faire un petit bisou ?» ajouta Jimena, après qu'on l'ait nettoyée et examinée. Quand ils purent enfin voir Lucille, tous furent émus. C'était un petit bébé, aux cheveux sombres et aux traits délicats. « Elle est magnifique », murmura Sébastien. « Pareil à toi quand tu es né », dit Alexandre à Jimena. « Et elle a le même petit nez que toi, papa », observa Jimena. Valéria était radieuse, tenant sa fille avec précaution. « Qui veut porter Lucille en premier ?» demanda-t-elle. « Moi » dirent Sébastien et Jimena en même temps. « Décidons à pile ou face » suggéra Alexandre. Jimena gagna et fut la première des frères et sœurs à porter Lucille. « Bonjour petite sœur, je suis ta sœur Jimena. Je vais très bien m'occuper de toi. » Ensuite, ce fut le tour de Sébastien. « Bonjour Lucille, je suis ton frère Sébastien. Je ne laisserai jamais personne te faire de mal. » Alexandre observa la scène, le cœur débordant. Sa famille était maintenant composée de 5 personnes, et chacune d'elles était un cadeau dans sa vie. « Alexandre, veux-tu porter ta fille ?» offrit Valéria. Alexandre prit Lucille dans ses bras, observant chaque détail de son petit visage. « Bonjour, ma princesse. Je suis ton papa. Bienvenue dans notre famille folle et merveilleuse. » Lucille ouvrit ses petits yeux et sembla regarder directement Alexandre, comme si elle le reconnaissait déjà. « Papa, elle te regarde !» s'exclama Sébastien. « Elle sait que tu es son papa », dit Jimena avec émotion. À cet instant, Alexandre ressentit une plénitude qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Sa famille était complète. Une épouse aimée, 3 enfants merveilleux et un avenir plein de possibilités. Dans les premiers jours à la maison avec Lucille, toute la famille s'organisa pour aider. Sébastien chantait à sa sœur quand elle pleurait. Jimena aidait avec les biberons, et Alexandre partageait les nuits blanches avec Valéria. « Notre maison est devenue plus bruyante », observa Alexandre un matin après une nuit de peu de sommeil. « Mais elle est aussi devenue plus heureuse.
répondit Valéria, allaitant Lucille. Beaucoup plus heureuse, concorda Sébastien, en faisant des grimaces à sa sœur. Lucille est le bébé le plus aimé du monde, déclara Jimena. Alexandre regarda autour de lui dans le salon, Jimena chantant pour Lucille, Sébastien rangeant les jouets de sa sœur, Valéria s'occupant avec affection de sa fille, Max dormant au pied du canapé. C'était l'image parfaite d'une famille heureuse. Valéria, nous avons réussi à créer quelque chose de beau. Nous l'avons fait. Et Lucille va grandir entourée d'autant d'amour que Sébastien et Jimena. Elle a de la chance de vous avoir comme frères et sœurs, dit Alexandre aux enfants aînés. Nous sommes les chanceux de vous avoir comme parents, corrigea Sébastien. Et vous avoir comme parents, compléta Jimena. Dans les mois suivants, Lucille se développa rapidement. Elle souriait à ses frères et sœurs, babillait quand elle entendait de la musique et semblait particulièrement calme quand Alexandre la berçait en chantant les chansons qu'il avait l'habitude de chanter à Sébastien quand il était petit. « Papa, elle aime les mêmes chansons que j'aimais quand j'étais bébé », observa Sébastien. « Ce sont des chansons spéciales. Elle passe de frère en sœur. Et je vais lui apprendre à jouer de la guitare quand elle sera grande. Si elle veut apprendre, tu seras le professeur parfait. » La fondation Lucille Dubois continua de fonctionner. Mais maintenant, Alexandre travaillait davantage depuis chez lui. Il découvrit qu'il pouvait être tout aussi efficace en dirigeant l'organisation à distance et en plus avoir plus de temps avec la famille. « Papa, tu as l'air plus détendu en travaillant depuis la maison ?» observa Sébastien un après-midi. « Je le suis. Et je peux suivre de plus près la croissance de Lucille et la nôtre aussi, principalement la vôtre. » Alexandre se rendit compte qu'il avait trouvé l'équilibre parfait entre le travail et la famille. La fondation grandissait, aidait de plus en plus de personnes, et il était toujours présent pour tous les moments importants de ses enfants. Quand Lucille eut 6 mois, la famille décida de faire un voyage spécial. Ils allèrent dans une ville côtière, où ils louèrent une maison sur la plage pendant 1 semaine. « Papa, est-ce que Lucille va aimer la plage ?» demanda Jimena pendant le voyage. « Nous allons le découvrir. » Sur la plage, Lucille fut fascinée par le bruit des vagues. Sébastien et Jimena jouaient sur le sable pendant qu'Alexandre et Valéria la portaient. « Regarde, Lucille, la mère », montrait Sébastien à sa sœur. « Et le sable ?» ajouta Jimena, laissant les grains glisser entre les doigts du bébé. Lucille riait aux éclats avec les jeux de ses frères et sœurs, visiblement ravis des nouvelles expériences. « Alexandre, notre famille est parfaite », dit Valéria en observant la scène. « Complètement parfaite. Cette nuit-là, après avoir couché Lucille, ils restèrent sur la terrasse de la maison louée, observant la mer. « Papa, puis-je te dire quelque chose ?» Sébastien s'approcha. « Toujours, mon fils. Merci d'avoir construit cette famille. Merci à toi de m'avoir trouvé au cimetière ce jour-là. Si je ne t'avais pas trouvé, rien de tout cela n'existerait. Si je n'avais pas cru en toi, non plus. Et si maman n'avait pas accepté notre famille compliquée, ça n'aurait pas non plus fonctionné. » Jimena se joignit à la conversation. « Vous parlez comme si c'était une coïncidence, » observa Valéria. « Mais je crois que c'était le destin. »« Comment ça ?» demanda Alexandre. « Les personnes qui s'aiment vraiment trouvent toujours un moyen d'être ensemble. Vous deux étiez destinés à vous retrouver, et nous étions destinés à compléter cette famille. » Alexandre réfléchit aux paroles de Valéria. Il y avait vraiment quelque chose de magique dans la façon dont tout s'était assemblé. Les retrouvailles au cimetière, la bataille juridique, la rencontre avec Valéria, la naissance de Lucille. « Peu, être as-tu raison, » admit-il. C'était peu, être vraiment le destin. « Et quel est notre destin maintenant ?» demanda Sébastien. « Être heureux pour toujours, » répondit Jimena sans hésiter. « Et aider les autres personnes à être heureuses aussi, » ajouta Alexandre. Cette nuit-là, ils s'endormirent au son de la mer en fond sonore, et avec la certitude qu'ils avaient construit quelque chose de spécial et de durable. De retour en ville, ils reprirent la routine familiale avec une énergie renouvelée. Alexandre remarqua que le voyage avait encore renforcé les liens entre tous. « Les voyages en famille sont importants », commenta-t-il avec Valéria. « Ce sont des moments où il n'y a pas de distraction extérieure, juste nous 5. » Et Max, se souvint Sébastien en caressant le chien. « Et Max », concorda Alexandre en riant. La fondation Lucille Dubois organisa un événement spécial pour le 3e anniversaire des retrouvailles entre Alexandre et Sébastien. Ce serait une fête caritative pour collecter des fonds et en même temps célébrer toutes les familles qui avaient réussi à se réunifier grâce au travail de l'organisation. « Papa, combien de familles notre fondation a-t-elle déjà aidé ?» demanda Sébastien pendant les préparatifs. « Plus de 500, mon fils. Toutes ont trouvé leurs proches. Pas toutes, mais toutes ont reçu un soutien et des conseils. »
Certaines ont découvert que la réunification n'était pas possible, mais ont réussi à aller de l'avant de manière plus saine. Notre histoire a inspiré beaucoup de gens, n'est-ce pas? Notre histoire, et d'autres comme la nôtre. Chaque famille qui se retrouve inspire les autres à ne pas abandonner. L'événement fut un succès. Plusieurs familles réunifiées grâce à la Fondation participèrent en racontant leurs propres histoires de retrouvailles. Alexandre prononça un discours émouvant. Il y a 3 ans, j'étais un homme brisé qui visitait des tombes. Aujourd'hui, je suis le père de 3 enfants merveilleux et l'époux d'une femme extraordinaire. Si notre histoire enseigne quelque chose, c'est que nous ne devons jamais renoncer à l'amour familial. Sébastien voulut aussi parler. Je veux dire à tous les enfants qui sont ici, vous méritez d'être aimés, vous méritez d'avoir une famille et surtout, vous ne devez jamais cesser de croire que c'est possible. Lucille, âgée maintenant de 8 mois, était sur les genoux de Valéria pendant l'événement, souriant à toutes les personnes qui s'approchaient. Elle va grandir en sachant qu'elle fait partie d'une famille très spéciale, commenta une invitée. Elle va grandir en sachant que la famille est la chose la plus importante au monde, répondit Alexandre. Après l'événement, des journalistes firent plusieurs interviews. Une journaliste demanda « Monsieur Dubois, quel est votre plus grand rêve pour l'avenir ?»« Mon plus grand rêve est de voir mes enfants grandir heureux, devenir des adultes généreux et construire leur propre famille basée sur l'amour qu'ils ont appris dans la nôtre. Et pour la Fondation, que bientôt, elle ne soit plus nécessaire, que tous les enfants du monde aient des familles qui les aiment. Sébastien, et toi? Quel est ton rêve quand tu seras grand? Je veux être vétérinaire et m'occuper d'animaux abandonnés. Et je veux continuer à aider des enfants comme je l'ai été une fois. Jimena. Et toi? Je veux être maîtresse comme ma maman. Et je veux apprendre aux enfants que parfois la vie est difficile, mais elle peut toujours s'améliorer. Les réponses des enfants impressionnèrent tous les présents. Il était évident qu'ils avaient appris des valeurs solides dans la famille. Cette nuit-là, à la maison, la famille regarda les reportages sur l'événement à la télévision. « Nous sommes encore à la télé », s'exclama Jimena avec enthousiasme. « Et Lucille est aussi sortie », signala Sébastien en montrant l'écran. Lucille bêilla et sourit comme si elle savait qu'on parlait d'elle. « C'est une star naturelle », plaisanta Valéria. « Elle a de bons gènes », répondit Alexandre en regardant toute la famille. Dans les mois suivants, Alexandre commença à écrire un livre racontant en détail son histoire avec Sébastien. Il voulait documenter non seulement les retrouvailles, mais toute la traversée de la reconstruction familiale. « Papa, puis-je aider avec le livre ?» proposa Sébastien. « Bien sûr, tu peux raconter ta version des faits, et je peux aussi aider », demanda Jimena. « Peux-tu écrire sur ce que ça fait d'être la fille de parents séparés et d'avoir ensuite une nouvelle famille ?» Le livre devint un projet familial. Chacun y apporta sa perspective, créant un récit riche et multifacette. « Valéria, veux-tu aussi écrire un chapitre? Je peux écrire sur les défis de devenir une belle-mère d'une enfant traumatisée, et comment l'amour surmonte toutes les difficultés. Et pour Lucille, j'écrirai sur ce que c'est que d'élever une fille dans une famille qui a déjà traversé tant de souffrances, mais qui a transformé la douleur en amour. » Le processus d'écriture fut thérapeutique pour toute la famille. Ce souvenir de la traversée leur fit réaliser à quel point ils avaient grandi et évolué. « Papa, en lisant notre histoire comme ça ressemble à un miracle », commenta Sébastien un soir. « Ce fut un miracle, mon fils, le miracle de l'amour familial. Et ça aura une fin heureuse. Ça aura une fin heureuse parce que notre histoire s'écrit encore. Chaque jour est une nouvelle page de bonheur. » Lucille commença à ramper, apportant une nouvelle joie et une nouvelle énergie à la maison. Sébastien et Jimena se relayaient pour surveiller leur sœur, la protégeant des dangers potentiels. « Lucille, tu ne peux pas aller là-bas » disait Jimena en éloignant sa sœur de l'escalier. « Viens ici, petite » l'appelait Sébastien, lui offrant des jouets plus sûrs. Alexandre et Valéria observaient en amusé le dévouement des enfants aînés. « Ils seront leurs protecteurs pour toujours » observa Valéria. « Et elle grandira en se sentant très aimée et en sécurité. » Comme tous nos enfants, quand Lucille eut 1 an, ils organisèrent une fête d'anniversaire spéciale. Ils invitèrent les familles de tous les enfants qui avaient bénéficié de la Fondation au fil des ans. « Cette fête n'est pas seulement pour célébrer l'anniversaire de Lucille », dit Alexandre aux invités. « C'est pour remercier tous ceux qui ont rendu notre famille possible. » Lucille fit ses premiers pas pendant la fête elle-même, devant tous les invités. Le moment fut magique et émouvant. « Regardez, Lucille marche !» cria Sébastien. « Viens ici, ma princesse !» l'appela Alexandre en s'agenouillant par terre. Lucille marcha maladroitement, mais avec détermination vers son père, sous les applaudissements de tous les présents. « Elle a choisi un moment spécial pour faire ses premiers pas », observa Valéria, émue. « Lucille est une enfant intelligente.
Elle savait que ce serait un moment inoubliable, dit Jimena, fière. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités, la famille resta dans le salon à jouer avec Lucille et ses petits pas. « Papa, notre famille est-elle complète maintenant ?» demanda Sébastien. Alexandre regarda autour de lui. Valéria rangeant les jouets de Lucille. Jimena chantant une chanson enfantine. Sébastien aidant Lucille à marcher. Max dormant sur le tapis. « Elle est complètement complète, mon fils. Et elle restera ainsi pour toujours. Pour toujours. » Alexandre avait appris que la famille n'était pas seulement une question de lien du sang. C'était choisir d'aimer chaque jour, indépendamment des difficultés. C'était construire un foyer où chacun se sentirait en sécurité, aimé et valorisé. Son périple avait commencé par la douleur et la perte, mais s'était transformé en une histoire d'amour, de pardon, de reconstruction et d'espoir. Chaque membre de la famille Dubois-Benitez avait contribué à créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties individuelles. Valéria, merci d'avoir accepté notre histoire compliquée. Merci à toi de m'avoir appris que le véritable amour n'a pas de limite. Merci, mes enfants, de m'avoir appris qu'être père est le travail le plus important de ma vie. Merci à toi, papa, de ne jamais avoir abandonné avec nous, même quand tu pensais que j'étais mort, répondit Sébastien, au nom des trois. Lucille babilla quelque chose d'inintelligible, mais que tous interprétèrent comme sa propre déclaration d'amour familial. Je crois qu'elle a dit « Je vous aime en langage de bébé », traduisit Jimena en riant. Sans aucun doute, c'était ça, concorda Alexandre, prenant Lucille dans ses bras. Cette nuit-là, Alexandre resta éveillé un peu plus longtemps, observant sa famille dormir. Valéria à ses côtés, Lucille dans le berceau près du lit, et depuis l'autre chambre, arrivèrent les doux sons de la respiration de Sébastien et Jimena. Il se rappela le jour au cimetière. Il y a 4 ans, quand il croyait avoir tout perdu. Maintenant, il savait qu'en réalité, il avait gagné beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Sa vie s'était transformée d'une existence vide en une aventure quotidienne remplie d'amour, de rire, de défis et de croissance. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités d'être un meilleur père, un meilleur mari et une meilleure personne. Alexandre s'endormit avec un sourire sur le visage, sachant qu'au lendemain, il se réveillerait entouré des personnes qu'il aimait le plus au monde et que chaque nouveau jour serait une page de plus dans l'histoire d'amour de la famille Dubois-Benitez. La vie lui avait appris que les miracles existent, que le véritable amour surmonte tous les obstacles et que la famille est le trésor le plus précieux que quelqu'un puisse avoir. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive, créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Pensez-vous que l'amour familial peut surmonter toutes les difficultés? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes.